Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, on parle de l'arrêt de la blockchain XRP. Il y a eu un très gros bug. Je vais aussi vous parler d'Ethereum et du retour de l'inflation. On va parler de la SEC, d'un lancement d'une blockchain très attendue, Berachain et plein d'autres choses. Plein de choses à vous raconter. On va commencer avec le Bitcoin en baisse aujourd'hui de 1%, Ethereum 2780 plus 1,26%, XRP en baisse de 1,8%. Et passons tout de suite à Ethereum avant de parler de XRP. Alors Ethereum, c'est l'inflation qui est de retour. Regardez, on est revenu au niveau de la quantité d'Ether qui existait lors de Demerge. Est-ce que vous vous rappelez de Demerge, cet événement très important sur Ethereum, cette mise à jour qui a fait en sorte que Ethereum est passé en Proof of Stake et plus en Proof of Work? C'est un changement majeur par rapport au Bitcoin. Ça utilise le Proof of Work comme le Bitcoin depuis, ils se sont différenciés à ce niveau-là. Et depuis en fait Demerge, on a eu quand même beaucoup moins d'Ethers créés. On a eu même des Ethers qui ont été détruits avec la mise à jour OIP 1559 où à chaque transaction, il y a des Ethers qui sont détruits. Mais là, en fait, ça s'est calmé sur le réseau Ethereum. Ça s'est calmé en termes de quantité de transactions. Il y a moins d'utilisateurs qui font des choses sur le réseau Ethereum. Alors, c'est aussi dû à la dernière mise à jour, enfin, il y a quelques mois, EIP 4844, qui fait en sorte que désormais que les solutions de niveau 2 utilisent un espace avec, on va dire, où ils consomment pas beaucoup de frais, un espace dédié pour eux qui est temporaire. Et en fait, il y a de plus en plus d'usage qui est en train d'aller vers les solutions de niveau 2. Les solutions de niveau 2 consomment moins d'Ether et du coup, il y a moins de burn qui est fait et c'est ce qui explique le retour de l'inflation désormais sur le réseau Ethereum. Alors, il faut un peu mettre ça maintenant en perspective de l'inflation sur d'autres réseaux. Regardez, c'est Ultrasound Money permet de cliquer sur par exemple BTC et voir la comparaison avec l'inflation sur le Bitcoin. Donc on peut voir l'inflation sur le Bitcoin est beaucoup plus importante. Depuis Demerge, donc on a eu 0% d'inflation, donc on est en peine en train de revenir à ce niveau-là, 0,0005% d'inflation sur le BTC. Depuis Demerge, c'est-à-dire 2 ans et 3 mois à peu près, ou 4 mois, on a eu 1,5% d'inflation. Donc même si l'inflation, on va dire, est de retour, elle reste quand même très faible sur 200,5 par rapport au Bitcoin. Maintenant, il faut surveiller ça sur les prochaines années. Est-ce que ça va diminuer ou pas? Moi, ma théorie, c'est qu'il va y avoir de plus en plus d'usages de solutions de DL2, Optimism, Arbitrum, et il y en a beaucoup d'autres qui sont lancés. Ces solutions vont consommer de plus en plus d'espace, on va dire, et du coup, il va y avoir au final une inflation qui va disparaître et l'Ether va redevenir en mode déflationniste et je pense que ça va finir par arriver. Et même si ça n'arrive pas, de toute façon, l'inflation ne va jamais atteindre 5% ou plus, c'est vraiment capé. La quantité d'Ether qui peut être créée est capée aussi, il y a un nombre d'Ether qui va être créé à chaque bloc, donc on peut pas aller sur des délires inflationnistes complètement fous. Mais bon, ça serait bien que ça stabilise déjà, que ça reste même à zéro, c'est pas mauvais. Et il y a aussi d'autres mécanismes qui pourraient arriver plus tard, tels que MEV Burn, qui pourraient entraîner encore plus d'Ether détruits, mais là c'est juste encore à l'étude. Ensuite, Ripple, la blockchain XRP Ledger a été à l'arrêt pendant environ 1 heure. Ça a eu lieu là dans la nuit du 4 au 5 février. La blockchain a arrêté de fonctionner tout simplement. Ils ont dit qu'ils sont en train d'investiguer, de voir à quoi est dû le problème. Il y a eu le consensus qui fonctionnait, mais les validateurs ne publiaient plus de blocs. Et du coup, ils ont recoordonné tout ça. Ils se sont coordonnés pour pour repartir, on va dire, d'un moment où la blockchain fonctionnait encore. Et du coup, là, ça remarche, mais il y a eu un problème. Il faut investiguer pour voir à quoi est dû ce problème. J'ai un peu creusé en fait, et je me suis dit, mais il y a combien de validateurs sur le réseau Ripple, sur le réseau XRP plutôt? Et en fait, il y en a pas tant que ça. C'est-à-dire, c'est là où c'est un peu compliqué. Il y a des centaines de validateurs, mais ces validateurs se reposent sur une liste unique qui contient environ une trentaine de validateurs. On appelle ça la UNL. La Unique Node List, et c'est cette liste au final qui est la vraie, c'est les vrais validateurs qui acceptent ou non les transactions. Et cette liste, elle est très limitée. Je vous dis, il y a une 34 là actuellement, donc c'est vraiment très bas. Et c'est un autre élément qui montre l'aspect centralisation de Ripple. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est connu en tout cas pour les fans de Ripple, j'imagine, qu'au final, il y a une trentaine d'entités qui peuvent contrôler le réseau. Donc on est bien loin des choses complètement décentralisées qu'on peut avoir sur d'autres blockchains telles que le Bitcoin.
Mais bon, c'est encore une fois des compromis qui ont été faits pour obtenir un certain niveau de performance, pour un certain usage aussi, c'est pas le même usage, hein, XRP, Ripple, etc., que le Bitcoin ou que l'Ether, même si c'est un peu en train de converger avec Ripple qui lance des stablecoins et Ripple qui lance son EVM, etc. Mais pour moi, les usages ne sont pas les mêmes et c'est pas la même vision de blockchain. En tout cas, la blockchain a été à l'arrêt, on en a parlé. Je vous en parle quand il y a des gros soucis de blockchain. On en a beaucoup parlé sur Solana, ça s'est calmé. Solana, on en voit moins. Avalanche, il y a eu une ou deux fois, je pense, il n'y a pas eu grand chose. Mais XRP, c'est assez rare pour que ça soit vraiment une news qui a eu un problème. Et il faut maintenant voir comment ils vont faire pour ne plus que ça arrive. Ensuite, on a Bitcoin, une mise à jour très attendue sur Bitcoin, mais qui ne veut pas sortir. C'est OP4. C'est une fonctionnalité qui va permettre en fait au réseau Bitcoin d'avoir des choses qui vont se rapprocher des smart contracts qui peuvent exister déjà sur le réseau Ethereum, etc. Bien sûr, en beaucoup plus simple, mais on pourra imaginer plein d'autres applications qui pourront être créées sur le Bitcoin. Et on a en fait Taproot Wizards, qui est un groupe, une société qui vient de lever 30 millions de dollars pour développer des applications avec OP4 et sûrement pour faire du lobbying en fait pour que OP4 soit validé, soit inclus sur Ethereum, sur Bitcoin pardon. Mais ça, c'est pas encore le cas. Donc il y a une grosse étape qui va être de convaincre les développeurs d'avoir un consensus pour mettre à jour OP4 et ça risque d'être très compliqué. Mais en tout cas, s'il y a un fonds d'investissement qui met 30 millions de dollars, c'est je pense qu'il devrait pouvoir y arriver. Il y a aussi Starkware qui travaille aussi beaucoup sur OP4. D'ailleurs, c'est des investisseurs dans Taproot Wizards. Taproot Wizards, j'en avais parlé, ils avaient fait une collection NFT sur le Bitcoin à l'époque des Ordinals qui avait très bien marché. Ils avaient levé dans les 10 millions de dollars et là, ils ont encore levé 30 millions de dollars. Donc, on va voir à quoi ça va servir parce que si OP4 n'arrive jamais, en fait, tout l'intérêt de ce qu'ils veulent faire, vraiment, ça a plus vraiment de sens en fait, tout simplement. Donc voilà, je vous tiendrai aussi au courant d'OP4. Pour moi, ça serait une très bonne chose pour le Bitcoin si ça arrive. C'était quelque chose que Satoshi en fait avait créé, mais ensuite il a désactivé à un moment parce qu'il craignait qu'il y ait un risque de déni de service. C'est-à-dire qu'il y ait des gens qui abusent de ce code pour saturer le réseau Bitcoin. C'est pour ça que ça a été bloqué. Et là, ils veulent le réactiver en disant maintenant, on n'a plus les problèmes qu'on avait à l'époque. Ensuite, Helium. Est-ce que vous connaissez Helium? Helium Mobile, c'est un opérateur téléphonique aux États-Unis qui a son propre token, qui offre des forfaits mobiles aux États-Unis pour pas cher. D'ailleurs, c'était $20 avant pour data illimitée, appel illimité, etc. Là, ils viennent de faire une nouvelle offre où en fait, ils ont fait un forfait complètement gratuit, donc $0, limité à 3 gigas, 300 messages, 300 SMS et 100 minutes. Bien sûr, c'est gratuit, mais c'est pas ouvert à tout le monde, c'est sur liste d'attente, donc ils veulent contrôler, je pense, le nombre d'utilisateurs. Ensuite, ils veulent essayer de leur vendre des choses premium pour leur faire dépenser de l'argent, pour aussi partager des données. S'ils partagent des données à eux, ils pourront gagner des points qui pourront être dépensés je ne sais où. Et le forfait illimité augmente et passe à $30 par mois. Donc ils essaient en fait de trouver un meilleur équilibre dans la répartition tout simplement des prix et essayer d'avoir un écosystème sain. Je sais que à un moment, Helium, on en parlait beaucoup, c'était sur sa propre blockchain, depuis ça a migré sur Solana, et voilà, et on en avait pas mal parlé aussi à l'époque du téléphone Solana. Donc bon, c'est encore une fois un projet qui continue de se développer, et si vraiment cette offre gratuite est ouverte à des centaines de milliers de personnes, ça pourrait vraiment venir aider la marque, aider à se faire connaître, et au final, ça pourrait aider les tokens, il y a plein de tokens chez Helium. Ensuite, la SEC et le changement d'administration aux États-Unis. Là, selon Cointelegraph, on a en fait une équipe au sein de la SEC de 50 personnes qui se chargent de poursuivre les sociétés crypto. Donc 50 personnes, c'est pas mal pour un régulateur. Et là, en fait, la news, c'est qu'ils sont en train de réduire cette équipe de 50 personnes. Ils sont en train de dispatcher les gens dans d'autres équipes, tout simplement parce que la SEC, avec cette nouvelle administration, ne veut pas opter pour la même politique agressive envers les sociétés crypto. Et ça, c'est une très bonne chose. Et il y a eu le discours de David Sachs, le crypto-tsar de Trump aux États-Unis, là, il y a dans la nuit d'hier. Et au final, honnêtement, il n'a pas dit grand-chose. Il a parlé de régulation des stablecoins, il a parlé de son groupe de travail où ils vont étudier la possibilité de créer une réserve nationale de BTC ou de cryptoactifs.
honnêtement, rien de neuf à ce niveau-là. Et on a eu le lancement de Berachain qui a été annoncé. Ça arrive le 6 février, cette blockchain qui a une très forte communauté. Le token aussi devrait arriver le 6 février avec du coup un airdrop. Et voilà, donc ça va être un nouveau projet, nouvelle blockchain avec une... C'est un peu compliqué, hein, leur proof of liquidity. Ils ont tout un système assez innovant, mais ce qui est vraiment balèze chez Berachain, c'est toute la communauté qu'ils ont réussi à créer bien avant le lancement du projet. Moi, je me rappelle, j'avais commencé à farmer Berachain il y a 1 an, mais j'ai vite arrêté. C'était sur le testnet. J'ai essayé de faire des transactions, c'était complètement horrible. Il y avait très peu de tokens, très peu de manières de réaliser des opérations. Le faucet ne donnait pas vraiment de tokens. Bref, c'était très compliqué. Du coup, j'ai vite arrêté. J'irai voir un tour, mais je dois avoir 1 ou 2 wallets avec lesquels j'ai fait quelques transactions. Et là, en fait, ils sont plus partis sur un mode pré-airdrop où il fallait déposer de la liquidité pour gagner du rendement et des tokens. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao.